sur ces croisements du droit commercial, du droit du travail et du Code général des impôts en arrière-plan. Mais lui est un arrière-plan de tout, de toute manière. Donc on est passé de dispositifs sur lesquels on a un recul d'à peu près une soixantaine d'années vers un dispositif sur lequel on a un recul de 3 ans, dont 1 ou 2 ans de confinement. Donc il va effectivement être peut-être un peu plus délicat pour... L'actionnaire n'était pas réellement confiné. Oui, c'est vrai. Et il y a eu beaucoup d'acquisitions sur cette période-là, puisque un certain nombre d'entreprises ou de fonds d'investissement avaient des moyens de procéder à des rachats. Mais justement, j'avais envie de commencer par une première question, c'est est-ce que finalement, à qui est destiné ce mécanisme? Est-ce que c'est un mécanisme qui finalement n'est destiné qu'aux fonds d'investissement? Ou alors est-ce qu'on peut imaginer qu'un actionnaire qui a, en bon père de famille, géré son entreprise et qui a quelques années de prendre sa retraite et de céder son entreprise, finalement pourrait prendre ce type d'engagement profit de son personnel? Oui, enfin, tel que ça avait été présenté lors des débats auxquels vous faites allusion, l'idée était aussi de l'actionnaire qui veut dynamiser les salariés. On retrouve l'objectif de dynamisation de la communauté de travail. Je viens d'acquérir, j'ai acquis à tel prix, je n'entends pas rester éternellement dans l'entreprise, mais vous allez vous battre pour l'entreprise plus encore que vous ne vous êtes battu jusqu'à présent. Mes titres auront encore plus de valeur à la sortie qu'à l'arrivée, et puisque finalement ils auront acquis beaucoup plus de valeur grâce à votre investissement, il y aura un partage de la plus-value qui vous sera accordé. C'était ça le mécanisme de départ. Donc, s'adressant aussi bien d'ailleurs à l'actionnaire individuel, bon, Bolloré achète une entreprise qui va bien mais sans aller trop bien et va dire aux salariés de l'entreprise vous faites un effort encore plus grand que précédemment, les titres dans 3 ans, dans 4 ans vaudront peut-être 30, 40, 50% de plus et cette plus-value, eh bien, on la partagera à un certain niveau. Oui, mais vous l'avez dit, il y a une logique dans tout ce que vous venez de dire de revente potentielle. Absolument. Ça veut dire qu'il y a un discours en disant je ne suis là que pendant un certain temps. Je suis là pour un certain temps. Au fond, je vais dynamiser l'entreprise avec vous. Ce sera un travail collectif et au final, nous partagerons la plus-value résultant du fait que le titre, qui lorsque j'ai acheté valait en moyenne 80 €, lorsque je pars, 3 ans et demi plus tard, puisque 3 ans c'est le minimum, bien, il n'est plus à 80-90 €, mais il est à 192 €. Et donc il y a une plus-value, et on va partager, puisque pour une part, ce sera la conjonction de vos efforts et bien entendu des miens. Romain ? Oui, non, pour l'avoir expérimenté justement une fois ce dispositif, la question c'est justement le caractère dynamisant du dispositif. C'est-à-dire que, est-ce que réellement on est à peu près dans la même approche que l'intéressement et la participation, la rémunération collective? Est-ce qu'on arrive à inciter les collaborateurs à travers ce dispositif? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en travaillant justement dessus, monsieur le professeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cercle des bénéficiaires est très étendu. Est-ce qu'il n'est pas trop étendu? C'est-à-dire qu'il y a les salariés de la société dont les titres vont être cédés, mais également les salariés de la société qui potentiellement est au-dessus, la société tête, et puis également, éventuellement, les salariés qui sont dans les filiales au-dessus, à travers la notion de contrôle. Donc, on peut se poser la question de savoir si ce cercle n'est pas trop étendu. J'avoue qu'on a été très étonnés, parce qu'on se demande comment les salariés du dessus et du dessous peuvent contribuer justement à la dynamisation de l'entreprise dont les titres vont... C'est aussi le plafond, je trouve. Alors il y a le plafond, bien sûr. Qui paraît excessivement bas. En réalité, c'est ce plafond qui est trop bas. Absolument. Alors après, effectivement, c'est plus... si le gâteau est le même et que vous êtes que 3 ou vous êtes 1000, vous n'avez pas exactement la même part. Exactement. C'était exactement là où je voulais en venir. C'est qu'il est de 12 000 et quelques euros ce plafond. Qu'on pourra éventuellement obtenir, comme le disait le professeur, dans X années, en inversement. Voilà, je trouve que, eu égard au plafond, c'est un mécanisme qui est un peu gadget, personnellement. Qui est un peu léger. Gadget. Ah, gadget, ça bien, fait voilà. gadget. Alors, ces gadgets, alors je vais peut-être un peu même plus loin que l'aspect gadget.
Nous, on s'est posé la question dans deux types de situations. La première, c'était effectivement le fondateur qui va bientôt partir à la retraite et qui veut récompenser les collaborateurs fidèles depuis X années et qui met en place ce dispositif. Et puis, les fonds d'investissement, ou essentiellement finalement les fonds d'investissement, ces gadgets, et c'est peut-être même un peu verni, si je puis dire. C'est-à-dire que, bon, en général, c'est pas très bien vu, l'entrée au capital d'un fonds d'investissement. Est-ce que c'est pas le moyen, en tout cas dans la situation qu'on a eu à traiter nous, c'était une manière de faire accepter, de faire mieux accepter l'entrée au capital d'un fonds d'investissement. Voilà. Tout en sachant, alors ça aussi c'est un élément important dans la dynamisation, c'est que à la fin des fins, quels sont les éléments qui... Parce que je rappelle quand même, et vous l'avez dit, c'est un contrat. Et donc, dans ce contrat, on peut fixer effectivement des conditions. Et les conditions, quand un fonds d'investissement y rentre, c'est où le taux de rentabilité, le fameux TRI, ça peut être le multiple, c'est-à-dire que j'ai mis 100 quand je suis entré, je céderai une partie de ma plus-value que si quand je sors, j'aurai 200. Et nous, on s'est posé la question de savoir, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'intéressement, est-ce qu'on ne peut pas prévoir également des critères de performance, et pourquoi pas des critères de performance RSE, à partir desquels celui qui va céder ses titres et qui va devoir partager sa plus-value décide, oui, effectivement, là, on a eu une performance dans l'entreprise, une performance environnementale, qui me laisse à penser qu'en effet, ce serait légitime que je partage ma plus-value avec ceux qui y ont contribué. Donc en fait, rajouter à la seule question de la plus-value d'autres critères déclencheurs. En plus, si l'objectif c'est vraiment de favoriser, d'entraîner des salariés à améliorer les performances, est-ce que tous les salariés doivent en bénéficier en réalité? Est-ce qu'il n'y a pas des distinctions à faire, ce que je veux dire? Parce que tout le monde ne va pas réagir exactement de la même façon. Bon. Mais là, ce sont des distinctions qui sont délicates à faire. Ce n'est pas a priori possible. Mais ce que je veux dire, là aussi, c'est un peu, peut-être, est-ce que c'est trop général pour finalement aussi récompenser. Ça ne récompense pas uniquement ceux qui ont réellement contribué à améliorer les performances de l'entreprise, me semble-t-il. Là, rien de différent avec l'intéressement qui, par son caractère collectif, finalement, va récompenser l'ensemble des salariés d'une unité de travail ou de l'entreprise en fonction des performances, même si le salarié individuellement n'a été que peu contributeur par rapport à d'autres de ses collègues. Mais ça, c'est effectivement le débat entre la rémunération individuelle et la rémunération collective qui, effectivement, provoque cet effet. C'est sans doute un dispositif qui se situe au-delà effectivement, on vient de le dire, des plus petites entreprises dont le fondateur va bientôt partir et veut dynamiser les salariés, pour reprendre votre expression, professeur, et les grands groupes et les grandes entreprises qui, là, pour les dynamiser, eh bien, elles leur donnent des actions ou elles leur permettent de les acheter à un prix plus favorable pour leur permettre eux-mêmes de faire cette plus-value. Donc on est sans doute, moi personnellement dans ma pratique je n'ai jamais vu ce dispositif, sans doute parce que notre clientèle est davantage composée de grands groupes qui attribuent directement les actions pour leur permettre d'avoir cette plus-value. C'est tout un problème de la liquidité aussi des actions. Effectivement, ça c'est... J'imagine là, on va plutôt s'adresser à des entreprises dont les titres ne sont pas forcément liquides, donc qui ne sont pas des titres cotés. C'est vrai que les grands groupes, souvent, sont cotés, donc c'est vrai que ce sera plus facile d'attribuer des actions et d'intéresser les salariés à la prise de valeur des actions gratuites qu'on leur a attribuées. C'est vrai que dans les groupes non cotés, on a toujours la problématique de la valorisation et de la liquidité des titres. Moi, j'avais envie de vous faire réagir aussi sur, finalement... On parlait dans notre préparation aussi de cette notion de co-investissement. Là, finalement, on a des salariés qui vont finalement récupérer une partie de la plus-value sans avoir réalisé le moindre investissement. Alors, si ce n'est l'investissement par leur travail, bien sûr. Ouais, pour moi, c'est vraiment deux philosophies différentes. C'est pour avoir travaillé sur un projet d'actionnariat salarié, qu'on a mené jusqu'au bout d'ailleurs avec un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement ne voulait pas entendre parler le terme va être impropre, d'une donation. Le fonds d'investissement avait un raisonnement que moi je cautionnais complètement sur ce sujet-là. En tout cas, c'était de dire j'ai un retour sur la vente future de l'entreprise si j'ai moi-même investi. Et donc je deviens salarié investisseur. Et je trouve, Bernard, tu évoquais tout à l'heure l'aspect de la mobilisation.
Je trouve que l'effet de mobilisation est beaucoup plus fort quand on a investi dans l'entreprise et qu'on a le retour, parce que l'action, j'ai investi dans tant d'actions à 50 €, 5 ans plus tard, la société est vendue, je fais une très belle plus-value parce que j'ai investi. Avec des mécanismes pour essayer d'embarquer tout le monde, parce que ce sont des systèmes qui doivent rester le plus collectif possible, avec des mécanismes qui vont permettre un abondement fort pour les petits investissements, ce qui permet d'embarquer aussi les bas salaires. Mais je m'aperçois que je suis en train de dévoyer le sujet d'après. Excusez-moi, parce qu'il y a une table ronde sur l'actionnariat salarié. Mais bon, bref, ce sont deux philosophies très différentes et je suis un peu dubitatif. Alors je pense que moi, il faut faire sur le système que vous avez décrit, monsieur le professeur, je pense qu'il faut rester sur un système, je rebondis sur votre remarque de tout à l'heure, éminemment collectif. Dire il y en a certains qui vont et d'autres pas, là en termes de communauté de travail, ça me paraît très très clivant, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Et après, effectivement, c'est deux philosophies très différentes, et moi j'aurais tendance à considérablement privilégier le système de l'actionnariat salarié qui demande un investissement de départ désintéressé. Si je peux rebondir, en réalité, tout dépend de ce qu'on entend par investissement. Est-ce que c'est qu'un investissement financier? En réalité, dans une entreprise, ce que je comprends, hein, je suis à l'université, ce que je veux dire, mais il y a l'investissement, c'est à la fois de l'argent, mais c'est aussi du travail. Ce que je veux dire, c'est bien le travail des salariés qui permet à l'investissement financier de fructifier. Et donc, si on a ces deux aspects, on ne dit pas qu'il n'y a que de l'investissement financier. En réalité, il y a une autre philosophie, me semble-t-il, derrière ce type de mécanisme. Alors après, effectivement, la question c'est, est-ce qu'on doit limiter le concept d'investissement à l'aspect financier, ou est-ce qu'on doit considérer que, quelle que soit la source ou la traduction de l'investissement, il y a un investissement. C'est ça, je dirais, qui est l'enjeu, à mon avis. Mais dans ma question tout à l'heure, justement, c'était cet investissement. Est-ce qu'on n'a pas vocation à le limiter aux salariés de la société? D'où ma question sur pourquoi est-ce que le législateur a entendu l'élargir aux sociétés contrôlées ou contrôlantes. C'est venu en cours de route. Au départ, la réflexion était sur des entreprises, en gros de 300 à 500 salariés, qui ne relevaient pas, qui n'étaient pas incluses dans un groupe. Et puis les choses ont dérivé au fil des conversations et on est arrivé au point que tu viens de signaler, c'est-à-dire un élargissement considérable. Mais le point de départ, c'était on est dans des entreprises 300-500. Il y avait aussi la réflexion start-up. Voilà. Donc des entreprises, en l'occurrence, qui démarrent avec peut-être 20 ou 30 personnes. Voilà. Donc il y avait cette double réflexion à l'arrière-plan. On est dans des entreprises en général 300-500, mais pas du tout dans un groupe de type Framatome. Et deuxièmement, réflexion start-up. Voilà. J'investis, et puis ensuite on va travailler, on retrouve le discours mobilisation. Mais les discussions au sein de Bercy, puis à l'Assemblée nationale, ont provoqué des dérives. Enfin, ce que l'on peut considérer comme des dérives. En fait, ce dispositif-là, c'est un intéressement à la valeur de l'entreprise, finalement. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est un peu l'idée pour laquelle on étend finalement à toutes les sociétés contrôlées, c'est que quand on cède les titres d'une société mère ou d'une holding, la valeur du titre, elle ne reflète pas que la valeur de la société dont on cède les actions, mais elle reflète toutes ses participations aussi. En revanche, c'est vrai qu'on a, dans l'autre sens, on comprend moins en quoi les salariés de la société mère devraient être impliqués sur... C'était ça mon... Ouais. Alors, Robin, toi qui l'as déjà mis en place, du coup, d'autres questions peut-être pratiques sur toutes les problématiques d'ancienneté qu'on peut... parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé aussi une fois sur un dossier et on s'est un peu... on a commencé à se poser beaucoup de questions sur qui étaient finalement les bénéficiaires. Alors, on a appliqué les dispositions légales et pour ne rien cacher non plus, on a beaucoup travaillé avec le document qui a été réalisé par France Invest, qui est extrêmement clair sur le sujet, qui donne des explications et qui donne même un modèle de contrat sur lequel on peut travailler. Mais on a appliqué les dispositions légales sur le site. Mais qui donne quand même un peu de flexibilité, puisqu'on voit que... on disait tout à l'heure que l'ancienneté, c'est 3 mois à 2 ans. Donc finalement, le contrat de partage peut décider quels seront les salariés éligibles. D'ailleurs, on peut se demander
Est-ce que c'est à l'actionnaire de fixer finalement ce contrat? Il est signé entre l'actionnaire et la société cible, enfin la société dont les titres ont vocation à être cédés. C'est celui qui prend l'engagement qui précise les conditions. Voilà. Donc Après, tout dépend, je dirais, de l'esprit. Si on a pour objectif de pousser les salariés en réalité à s'investir plus dans l'entreprise, ce que je veux dire, ça commande l'objectif, me semble-t-il, du dispositif doit guider les conditions qui sont adoptées en réalité par l'actionnaire. Mais ça me semble assez dérogatoire par rapport à ce qu'on connaît habituellement dans la négociation des accords d'épargne salariale, où là finalement on a un accord entre un actionnaire et la société qui le détient, donc entre des dirigeants, dans lesquels on va décider quels sont les critères d'attribution, quelle est l'ancienneté nécessaire, les critères de durée de présence également, sans que les organisations syndicales ou les représentants du personnel, d'une quelque façon que ce soit impliqués. C'est quand même une exception. Oui. C'est un dispositif d'essence code de commerce, pas du tout code du travail. Il se trouve que ça s'applique aux salariés, et donc il y a une connexion code du travail comme il y a une connexion code général des impôts par ailleurs, mais c'est un dispositif code de commerce. Donc les rédacteurs du texte à l'origine, bien entendu, maîtrisaient parfaitement le comité social et économique, ou les organisations syndicales, mais ce n'était pas le cœur de leur préoccupation. Et au demeurant, dans le code de commerce, bien sûr, les organisations syndicales sont parfois citées, le comité social et économique, moins souvent, parce qu'il y a beaucoup de dispositions du code de commerce où on parle encore du comité d'entreprise, ce qui prouve d'ailleurs parfois la distance que peut avoir Bercy avec le code du travail. Donc on est, oui, vous avez raison, Guillaume, dans un dispositif qui n'est pas particulièrement préoccupé par les représentants des salariés de manière générale. La préoccupation, c'est l'actionnaire. Et la décision, ce que rappelait Thierry, c'est l'actionnaire. Il n'y a pas vraiment de contrat. Il y a des engagements pris par l'actionnaire. Alors bien sûr, il y a un contrat dont Thierry nous a parlé, mais ce n'est pas vraiment un contrat au sens... contrat collectif qui serait passé entre l'actionnaire, les salariés, qui nous renverrait à un dispositif du Code du travail dont la Chambre sociale, la Cour de cassation se ferait un plaisir de nous dire qu'il relève de l'article 22-61-14 du Code du travail. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'engagement de l'actionnaire, parce qu'on précise bien que les actionnaires non cédants ne sont pas contraints. Ça paraîtrait même assez, je dirais, évident au regard de l'effectif des contrats, du code civil, etc. On prend soin de le dire. Donc c'est véritablement une démarche qui est personnelle. Donc si c'est une démarche qui est personnelle, est-ce qu'il faut qu'il y ait les représentants des salariés, etc., qui interviennent habituellement? C'est vraiment quelque chose. Donc je pense que, comment vous dire, ça justifie sans doute que ça soit aussi dans le code de commerce, me semble-t-il, non pas dans le code du travail. Voilà. Et finalement, la seule participation des représentants du personnel, ce sera au travers de la mise en place du PE, si le PE n'a pas été mis en place. D'ailleurs, nous, le cas auquel on a été confronté, en fait, c'est un fonds d'investissement qui, à la barre du tribunal de commerce, avait fait une offre sur un groupe. Et c'est sans doute cet engagement qui a été pris un peu en dernière minute qui lui a permis d'emporter la décision du tribunal, puisque d'une part il reprenait, ou en tout cas c'est celui qui proposait le moins de casse sociale et qui en plus proposait d'associer les salariés à la plus-value de cession qu'il allait réaliser. C'était un fonds d'investissement, donc il ne se cachait pas que sa vocation était de réaliser à terme une plus-value de cession. Mais la façon dont a été rédigé l'engagement, il s'engageait à ouvrir une négociation après l'acquisition avec les instances représentatives du personnel, ce qui n'était absolument pas requis par le texte, en vue de la mise en place de ce mécanisme. Et comme c'est un groupe dans lequel la CGT était très présente, eh bien ces négociations n'ont jamais abouti. Et donc les salariés, l'actionnaire s'engageait à partager jusqu'à 10% de la plus-value de cession. Et à ce jour, à ma connaissance, cet accord n'a toujours pas été signé parce que la CGT refuse de rentrer dans une logique d'association à une plus-value de cession avec un actionnaire. Et la mise en place d'un PE. Et comme le PE n'existait pas dans toutes les sociétés, d'ailleurs ça m'amène à une question, qu'est-ce qui se passe si le PE existe dans certaines sociétés du groupe mais pas dans d'autres? Je pense que il me semble que l'essentiel, Bernard, c'est que c'est la société dont les titres sont couverts par l'engagement
qui doit avoir le plan d'épargne d'entreprise. C'est cette condition-là. Alors je pense que, et on a souffert de ma part, on n'exige pas que les autres sociétés dont les salariés pourraient bénéficier de l'engagement. Bon, mais je pense que normalement, alors il y a une ambiguïté parce que chaque salarié doit être aussi adhérent à un PE. Donc en réalité, ça doit peut-être finalement, à la réflexion, ça réduit peut-être le cercle en réalité des salariés. Le plan d'épargne groupe peut éventuellement être l'outil. Voilà. Autrement, je rejoins ce que vient de dire Thierry Baudot. Ce qui compte, c'est en effet qu'il y ait le PE dans la société dont les titres sont visés par l'engagement de partage de plus-value. Ensuite, si dans certaines filiales, dans l'hypothèse on est dans un groupe, ce qui est une hypothèse perverse du point de vue du départ, il n'y a pas de PE, eh bien, ça bloquera la mécanique pour les salariés de ces filiales-là, et on aura effectivement, comme vient de le dire Thierry Baudot, un rétrécissement du cercle des bénéficiaires. La question qu'on s'était posée, nous, c'est si certaines filiales n'étaient pas dotées d'un PE, est-ce que ça voulait dire qu'on répartissait 100% de la part de la plus-value revenant aux salariés entre les salariés des sociétés qui avaient des PE, ou est-ce qu'on conservait toujours cette part que du coup on ne distribuait pas? À mon avis, elle se distribue aux salariés des sociétés dans lesquelles il y a le plan. Surtout que, voilà. Surtout qu'en réalité, il n'y a pas de règle où on préserverait, on tiendrait compte des droits éventuels acquis par des salariés. Or, lorsque, par exemple, vous avez des émissions de titres, notamment des OCAX, des obligations convertibles en actions, etc., quand il y a des opérations financières de la société, on a des mécanismes qui permettent de tenir compte, en réalité, des droits des porteurs d'obligations si, un jour, ils exerçaient leur droit de conversion. Il n'y a pas de dispositif, je dirais, similaire dans le cadre du partage des plus-values de cession. Donc pour moi, c'est directement que ceux qui sont, adhérents à un PEE. Et si des salariés, si des filiales, il n'y a pas de PEE, il n'y a pas de PEE. Et on partage tout. Il n'y a pas besoin, à mon avis, de préserver les droits de futurs qui seraient très, on ne sait pas si un jour il y aurait un tel plan, de toute façon. Et j'ai une question qui me vient à laquelle je n'avais jamais réfléchi. J'imagine que le scénario d'une introduction en bourse peut être couvert aussi. C'est une forme de cession comme une autre. Oui, je pense que, la condition, en réalité, la cotation n'est pas prise en considération. On considère les titres. Donc, qu'ils soient négociables sur un marché ou hors un marché, ça n'a aucune incidence. Oui, je pensais à l'hypothèse où l'acquéreur fonds d'investissement, finalement, accompagnait l'entreprise jusqu'à son introduction en bourse, comme ça arrive parfois. Ça n'a aucune importance. Ça restera considéré comme une cession de titre, ouvrant droit. De toute façon, c'est une cession de titre. C'est pas parce que vous avez une offre sur un marché que c'est plus une cession de titre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Yannick Panière. Bonjour. On se pose la question de savoir si, dans le cadre d'options de souscription d'actions, ou dans le cadre d'attribution gratuite d'actions, parce que parfois on donne des actions pas simplement en disant aux personnes donnez de l'argent, on leur attribue gratuitement. Est-ce qu'il n'est pas possible que le conseil d'administration prévoit en amont, pour qu'il y ait un dispositif d'amélioration pour tous, je ne parle pas pour les sociétés qui sont sur les marchés, de dire qu'on va vous donner des options de souscription d'actions, d'achat d'actions, on va vous donner des attributions gratuites d'actions, et la plus-value, une partie de la plus-value, en amont, on prévoit en amont qu'une partie de la plus-value sera partagée avec les autres salariés. C'est un dispositif qui permettrait ainsi de partager une partie de la plus-value entre toute la collectivité de travail. Est-ce que c'est pour vous possible ou pas, parce qu'on entend que c'est un engagement des détenteurs de titres. Mais on le prévoit en amont. Vous savez, c'est un contrat, en fait. C'est un contrat, donc dans l'offre, il est prévu l'engagement de ceux qui vont acquérir les actions en cas de plus-value, de donner cette partie de plus-value de cession des titres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais là, si je peux me permettre, en fait, dans l'hypothèse envisagée, vous feriez de la collectivité des salariés des actionnaires. Alors, non, pas du tout. Imaginons tout simplement, je prévois des attributions gratuites d'actions, vous le savez comment ça se passe, qu'à une catégorie. Et souvent, cette catégorie, c'est la catégorie la plus élevée dans l'encadrement. Voilà. Ça, c'est très classique, c'est très connu. Voilà. Et
dans certains cas, on peut considérer d'un point de vue éthique que ça serait bien, lorsqu'il y a une très forte plus-value, qu'une petite partie soit partagée grâce à ce nouveau dispositif. Et donc on prévoit, lorsque l'Assemblée générale dit au conseil d'administration « vous avez le droit de les mettre en place », dans l'offre qui est émise, prévoir que l'un des engagements, il y a plein d'engagements, conditions de présence, etc., conditions de bad liver, etc., l'un des engagements, c'est qu'il y aura un partage de la plus-value au titre des nouveaux textes. Ah, je pose la question de savoir si c'est possible ou pas, parce qu'on parle d'un engagement. Non, le mécanisme que nous a exposé Thierry Bonneau, ce n'est pas un mécanisme qui relève d'une décision du conseil d'administration. C'est une décision prise par un actionnaire. Alors l'engagement est pris Ou en amont, plusieurs, en disant... bien entendu, mais pas du conseil d'administration. Dans ton schéma, Yannick, j'ai l'impression que c'est une décision du conseil d'administration. En fait, dans le schéma, c'est que tout simplement, dans l'offre qui est mise, parfois il est prévu des engagements complémentaires. Dans les engagements complémentaires, on a la promesse de rachat, la promesse de cession et de rachat au profit de la société. Et de dire, dans la promesse de rachat ou de cession, vous devez nécessairement avoir cet engagement-là. Oui. Tout simplement, on pose la question de savoir si c'est concevable ou pas, parce que la notion d'engagement est assez large à ce niveau-là. Si je comprends bien en réalité votre exemple, c'est lorsque vous attribuez finalement des options, des actions, il serait indiqué que celui qui reçoit les actions s'engage finalement en réalité. Alors, c'est déjà pas prévu par le dispositif du Code de commerce. Est-ce que pour autant ce serait illicite ? En réalité, on force la main finalement du futur actionnaire. Et on en fait même une condition d'attribution de l'action ou de l'option. C'est ça. Donc, à mon avis, la réponse à chercher, elle est moins dans le dispositif que j'ai expliqué que dans le dispositif qui est lié à la distribution de l'option ou de l'action. Si ça, c'est possible, au regard de ce dispositif, peut-être, pourquoi pas en réalité. Parce que quand on lit les oui. Mais c'est pas lié au dispositif, mais simplement la question, est-ce que on peut réellement conditionner à un tel partage la distribution d'une option ou d'une action gratuite? Parce que, notamment, moi, comment vous dire, si vous dites action gratuite, bon, bah, c'est plus gratuit puisqu'il y a quand même une obligation. Hein, donc, ça se discute peut-être, moi, j'en sais rien. Si on lit les dispositions du Code de commerce, elles prévoient bien... Ce qui est obligatoire, c'est que l'actionnaire qui prendrait cet engagement ou qui serait amené à restituer une partie de sa plus-value doit être partie au contrat de partage. C'est son engagement, mais en réalité, il faudrait que ça soit bien précisé. Et en réalité, je pense qu'il faudrait que si c'était conditionné, il faudrait que l'engagement de partage soit préétabli en réalité, pour que le salarié qui reçoit cette option sache par avant, parce que là, il y aurait un problème de défaut d'information, et là, il y aurait, à mon avis, une cause... Finalement, une condition suspensive de l'attribution, il faut que ça soit clair. Qui serait subordonnée à la signature par le bénéficiaire des actions ou des options. Alors, en matière on reviendra dessus, mais en matière d'attribution gratuite d'actions ou d'options de souscription d'actions, l'acceptation est formalisée de manière très très souple, on va dire. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des engagements qui sont pris en amont. Ça existe déjà. Ça existe déjà lorsqu'on a des engagements liés tout simplement à la promesse de revendre des actions à la société dans certaines situations. Donc il y a déjà des engagements qui sont prévus en amont dans les plans de stock option ou encore ce qu'on appelle les plans d'attribution gratuite d'actions. La seule question là qui est posée, c'est de savoir est-ce que je ne pourrais pas intégrer également cet engagement pour dire regardez ce que je fais, il y a un peu d'éthique dans le partage que je prévois au profit de l'encadrement pour tout le monde. C'est juste une question qui est posée comme ça, vraiment pour nourrir le débat. Oui, mais la réponse n'a pas changé. Pourquoi pas? Mais ce sera en dehors du dispositif évoqué par Thierry Bonneau. Là, on est dans un mécanisme assez contractuel, celui que tu évoques, assez contractuel, avec des engagements très clairs qui sont pris, des obligations qui sont souscrites. Mais alors là, c'est une construction paralégale. Voilà. Elle n'a pas de fondement légal précis. Les textes du Code de commerce sur les options ne me paraissent pas offrir une base légale à la réflexion que tu conduis. Par voie contractuelle,
Peut-être, mais là, nous sommes dans un dispositif, oui, c'est pas nécessairement illégal, je rejoins Thierry Bonneau, mais c'est paralégal, c'est une construction à base de contrats, mais en tout état de cause, sans fondement légal précis, Oui, mais l'intérêt avec des entreprises... toute la beauté de l'exercice pour les plaidoiries à venir. Mais l'intérêt de l'entreprise, c'est de bénéficier du régime. C'est pour ça que je me demandais si on pouvait le rattacher à ce régime-là. Voilà pourquoi la question est posée. Voilà. Oui, non, j'ai bien compris Oui, la pas raison pour laquelle la question a été posée, mais je crois percevoir également la réponse à la question. J'ai bien entendu. Peut-être juste une réaction dans votre réflexion. Pourquoi est-ce que vous adopteriez ce mécanisme plutôt que d'ouvrir la distribution à l'ensemble du personnel? Est-ce que c'est parce que finalement on peut aussi donner des stock options ou des actions gratuites à l'ensemble du personnel? Oui, j'entends bien. D'organiser en amont ce contrat de partage des plus-values de cession de titres. Voilà pourquoi. C'est lié à la demande des entreprises. Peut-être pour faire le lien entre tous ces débats, j'avais une question également à vous poser et peut-être une remarque préalable. Vous parliez, confrère de France Invest. Il ne faut pas oublier que toutes ces problématiques de partage de la valeur sont quand même liées à l'origine une constatation qui est la suivante, c'est qu'un LBO sur 2 rate, ou en tout cas ratait, je ne sais pas où en sont les statistiques aujourd'hui, pour des considérations sociales, parce que ça ne matchait pas. Donc il faut quand même sortir de l'idée que c'est du pur altruisme. Il y a aussi un sujet d'alignement des intérêts. Il y a l'alignement, d'abord le capital humain et le capital financier. Tout ça, il faut essayer de donner un alignement entre ces deux formes de capital. Et puis, vous en parliez très justement, professeur, également la position d'actionnaire et la position de salarié, qui sont a priori des positions très différentes, puisque l'un investit, l'autre travaille. Alors c'est une autre forme d'investissement, mais c'est quand même très particulier. Et je sais qu'au niveau européen, puisque j'ai eu la chance d'y travailler avec Dominique Gaillard, il y a une réflexion très forte qui va peut-être beaucoup plus loin que la loi Pacte, qui est celle de l'Académie New Code, avec François Faure à sa tête, qui lui prône une forme, et ça reviendrait un petit peu à ce que vous disiez, monsieur, une forme de LBO socialement responsable, dans lequel un pacte serait signé, et qui aurait pour vocation de concilier toutes ces positions très divergentes finalement, qui permettrait en quelque sorte aux salariés de signer un pacte très en amont de l'opération en disant voilà, moi, si l'opération est profitable, je profiterai avec vous de la plus-value. En revanche, et là c'est donner aussi une forme d'actionnariat aux salariés, son investissement, enfin, sa prise de risque vient également de cet accord, puisque dans le cadre de cet accord, les salariés s'engagent dès à présent, en cas de non-réussite, peut-être à baisser une forme de rémunération ou autre. Donc il y a également un alignement dans la prise de risque. Alors ce n'est pas par un investissement financier, parce que ces salariés qui ont des salaires moins élevés ne peuvent pas le faire, mais au travers d'un renoncement ab initio, ou en tout cas une facilité à sortir des situations plus difficiles. Si l'entreprise gagne, je gagne. Si l'entreprise perd, ben je perds aussi un peu avec elle. Est-ce que vous pensez que ce type de mécanique, qui aujourd'hui est quand même en réflexion au niveau européen, pourrait avoir une certaine audience et peut-être ainsi permettre ce que vous disiez?
Clause de variabilité de la rémunération en fonction des difficultés de l'entreprise. C'est pas vraiment une clause de variabilité de la rémunération, c'est vraiment, voilà, parce que on le sent bien, la difficulté, elle est en ce que le partage de la valeur ajoutée, elle est quand même créée à l'origine par une prise de risque. Sur la partie actionnariat salarié, on le comprend, puisque effectivement, et c'est d'ailleurs ce que l'URSSAF réclame de plus en plus, et maintenant l'administration fiscale, qui a une vraie prise de risque. Et là, si vous voulez, la position de salarié, du fait de cette non-prise de risque, l'empêche finalement d'accéder à ce type de mécanique. Et au niveau européen, en tout cas, la réflexion qui est menée, c'est je prends un risque en tant que salarié, en renonçant, ou en tout cas en m'engageant dès à présent, à aller en ce sens en cas de situation difficile. Moi, je m'interroge juste sur le risque que prend le salarié que vous évoquez. Sous quelle forme, en fait, il prend le... Eh ben, dans le cadre de l'accord, c'est-à-dire que c'est un accord qui prévoit la valeur ajoutée dans le cadre du LBO, tout simplement. Voilà, dans 5 ans, vous auriez droit à tant de pourcentage, l'action est à tant, elle deviendrait... Et l'inverse, justement, si ça ne fonctionne pas? Alors, l'inverse, c'est si ça ne fonctionne pas, vous avez telle prime et telle autre prime, eh ben, on réduirait cette prime de 10%, de 20%. Vous voyez, enfin, c'est vraiment une négociation ab initio qui permettrait peut-être, en tout cas c'est la réflexion qui est menée et qui, je trouve, est assez intéressante puisqu'elle permet d'une certaine façon de dépasser cette dualité entre actionnaire d'un côté, salarié de l'autre, qui permettrait finalement d'avoir un véritable alignement et de compter non pas simplement sur un petit nombre de salariés bien choisis, les top managers, mais l'ensemble des salariés dans l'alignement des intérêts et donc un intérêt à réussir le LBO. C'est un mélange des genres qui me paraît très, très compliqué, parce qu'effectivement, vous parlez des risques qui pèsent sur le salarié. Tant que le salarié est salarié, il ne prend pas de risque, d'un point de vue financier en tout cas. Absolument. Après, dès lors qu'il devient actionnaire et que là, il a des titres ou des actions de la société, alors là, il vit plus le risque que peut vivre son chef d'entreprise auparavant et son associé désormais. La valeur de l'entreprise va varier et ce qui va jouer sur ce qu'il détient lorsqu'il va revendre éventuellement les titres. Mais je ne vois pas pourquoi on passerait du... Vous voyez, le risque de la valeur de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on viendrait toucher à ce que le salarié peut percevoir comme, en tant que salarié, puisque vous avez dit qu'on réduirait éventuellement des primes ou autres. Là, je crois que le mélange des genres est dangereux, voire même impossible en droit du travail français de toute façon. Aujourd'hui, les accords de performance collective, par exemple, vous permettent de le faire. Donc, il y a quand même une ouverture, et notamment dans la négociation collective. Donc, ça ne me semble pas totalement impossible. Non, il restera à trouver des organisations syndicales pour Absolument. Là, je vous rejoins. majoritaires pour conduire les salariés à prendre un risque de contraction de leurs ressources dès lors que les choses se passeraient mal dans l'entreprise. Il faudra consulter la CGT, la CFDT sur ce point. Je ne suis pas sûr qu'un accord majoritaire soit très très facile à trouver. Mais bon. Oui, il y a quand même l'exemple Smart. Oui, bien sûr. Il paraît qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, même syndical.